Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue et merci d'être là. On va embarquer tous ensemble dans un voyage autour de la veille et on va rapidement commencer par se présenter. Donc moi je m'appelle Fabien, je suis un développeur touche-à-tout chez Shodo et je fais un peu de coaching technique aussi. J'ai participé aussi à l'écriture d'un livre qui s'appelle Softwarecraft et voilà. Et moi donc David, je suis développeur aussi chez Shodo, principalement développeur back-end Java. Et tous les deux, on partage une passion, on est curieux, on a envie de partager, d'apprendre les uns des autres. Et on s'est rencontrés comme ça dans une communauté de pratique chez notre employeur précédent. Donc en fait, en échangeant, en apprenant ensemble, on a commencé à s'interroger à ce que c'était que la veille. Et du coup, on a commencé à monter ensemble une formation en fait, sur la veille. Et aujourd'hui, en fait, on vous présente un format contenu plutôt descendant sur ce qu'on a essayé de mettre en place. Du coup, la veille, de quoi est-ce qu'on va parler ? La veille, qui fait de la veille déjà dans la salle? Est-ce que vous voulez bien lever la main? Tous ceux qui font de la veille? Il y a du monde quand même. Ouais. Est-ce que vous savez pourquoi vous faites de la veille? Qui s'est posé la question, pourquoi est-ce que je fais de la veille? Ah, il y a quand même quelques mains qui se lèvent. En fait, cette question, pourquoi est-ce qu'on fait de la veille, c'est le nerf de la guerre. En fait, en répondant à cette question, on arrive à découvrir beaucoup de choses, notamment qu'il y a deux types de veille différentes. Donc le premier type de veille, ça va être une veille où on va nous imposer des informations stratégiques. C'est notre contexte métier qui va nous dire, bah voilà, allez regarder un petit peu les lois européennes et les lois françaises, allez regarder des release notes, les versions des release notes, allez voir les outils qui sortent, etc. Donc tout ça, ce sont des informations stratégiques qu'on vous demande de regarder. Et on vous demande de faire une synthèse de tout ça pour diffuser une synthèse aux décideurs, qui pourront prendre des décisions pour le contexte dans lequel vous êtes. Et pour faire tout ça, pour aller consulter les informations et pour en faire une synthèse, vous avez du temps dédié. Souvent, ça fait partie de vos missions. C'est marqué dans votre fiche de poste. Donc, par exemple, si vous êtes architecte, si vous êtes veilleur en juridique, si vous faites de la veille de marché, tout ça, c'est dans votre fiche de poste. Donc ça, c'est le premier type de veille et c'est ce qu'on appelle de la veille stratégique. C'est vraiment réussir à comprendre le fond d'une information, à la synthétiser et à la diffuser aux décideurs pour avancer dans votre contexte. Et il y a un autre type de veille, c'est celui dont on va plus parler aujourd'hui. Ce second type de veille, c'est vous qui décidez les informations que vous voulez regarder. C'est ce qui vous intéresse qui va vraiment faire foi. Ensuite, à partir de ces informations-là, c'est vous qui choisissez ce que ça vous apporte. C'est vous qui décidez ce que vous en faites. Parce que la veille, c'est vraiment ce que vous en faites. Et enfin, c'est à votre rythme que vous menez à bien toutes ces actions. C'est votre rythme, votre emploi du temps, votre temps. Parce que la veille, c'est pour vous. Et cette veille-là, c'est la veille qu'on va appeler la veille personnelle. Donc c'est vraiment ce qui vous intéresse, c'est ce que vous en faites, et c'est pour vous. Et c'est cette veille-là dont on va s'intéresser plus aujourd'hui. Moi, j'aime bien dire que la veille, c'est l'ensemble des habitudes et des processus qui nous permettent d'apprendre en continu. Mais pourquoi est-ce qu'on va faire ça? Déjà, il y a le plaisir, mais je vais ouvrir une petite parenthèse. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'anecdote du bûcheron? On va parler d'un bûcheron. Il est dans un camp de bûcherons, et il a un objectif, c'est de couper des arbres. Il a un nombre d'arbres à couper par jour. Donc il prend sa hache et il coupe des arbres. Et il coupe, il coupe, il coupe. Mais en fait, plus ça va, plus c'est compliqué de couper des arbres. Il y va de moins en moins vite. Donc il émet plus d'énergie. Et donc il coupe des arbres et il émet encore plus d'énergie. Mais il va de moins en moins vite. Dans le même camp de bûcheron, il y a un bûcheron qui est un petit peu plus senior, qui a un petit peu plus de bouteilles, qui lui, en fait, est toujours au même rythme. Il est toujours aussi efficace. Il arrive à couper des arbres toujours au même rythme. Donc un jour, le jeune bûcheron va voir le bûcheron plus senior et il lui demande « Mais comment est-ce que tu fais pour toujours couper des arbres au même rythme ?» Alors le bûcheron senior lui répond « Eh bien moi, entre deux arbres, je souffle et j'en profite pour aiguiser ma hache. » Et le bûcheron junior lui répond « Mais moi, je n'ai pas le temps, j'ai des arbres à abattre. » J'aime bien faire ce parallèle en fait, entre la veille et le bûcheron, parce que le bûcheron, pour continuer à abattre des arbres sans trop d'efforts et en continu, il a besoin de prendre le temps pour entretenir et affûter ses outils au quotidien. Et nous, c'est pareil. Par notre veille, en fait, on va entretenir nos compétences, qui sont nos outils du quotidien. Donc par la suite, on va donc continuer à parler de veille personnelle, et on va vous présenter donc, des habitudes et des processus, et surtout un petit processus qui va se dérouler en 3 étapes. Donc on va sourcer, dans un premier temps. Ensuite, on va essayer de traiter les informations. Et enfin, on va essayer de valoriser ce qu'on peut en faire de ces informations-là. Je vais laisser la main à David pour nous parler du première étape de ce processus. Donc la première étape, c'est sourcer, c'est la phase où on alimente sa veille. Donc au début, on va choisir des ressources. Donc une ressource, pour définir le terme, ça va être un article, et la source, ça va être le blog, ou une ressource, c'est un épisode de podcast, et la source, c'est le podcast. On
travaille sur 2 axes. Et un premier axe, ça va être de l'exploration. Là, on n'a pas de contraintes, on est plus là pour découvrir des nouvelles choses. Et un autre axe, c'est plus pour apprendre. Par contre, répondre à un besoin précis, débloquer nos goulots d'étranglement, essayer de chercher le plus de gains de compétences possibles. Donc, quand on démarre sa veille et quand on part de rien, on peut aller voir des sites comme DZone, Medium, InfoQ, Dev.to, et puis aller faire tout simplement aussi des recherches avec Google. Après, il y a des outils comme Feedly qui permettent de s'abonner à des sites, à des flux RSS. On peut aller s'abonner à des chaînes YouTube, à des comptes Twitter, aller chercher par exemple des personnes qui ont écrit des bouquins, qui sont un peu des personnes de référence, et s'abonner à leur flux Twitter, ou écouter des podcasts, comme le podcast des Cascodeurs de Guillaume qui était juste avant, s'abonner à des comptes sur LinkedIn, ou alors à des newsletters. Et ça va nous permettre d'alimenter une liste de ressources. Donc il y a des outils pour stocker, ça va dépendre un peu de vos besoins. Si vous préférez stocker à partir de votre smartphone, à partir de votre navigateur directement, vous pouvez utiliser Pocket, Notion, Trello, OneNote, Evernote, il y en a beaucoup. Après, le danger de la phase de stockage et d'alimentation, c'est d'accumuler. Il y a une surabondance d'informations, donc il faut être très sélectif. Une ressource qu'on stocke, c'est une tâche, il va falloir la traiter après la ressource. C'est pour ça que moi, j'aime bien avoir une liste blanche. Là où je stocke mes ressources, c'est vraiment... je suis très sélectif. Ce que je veux mettre dedans, c'est de la qualité. Ce n'est pas de la quantité. Et donc, je vais mettre des ressources qui sont fiables aussi. C'est un critère qui est important. De temps en temps, c'est bien de passer sur sa liste et d'actualiser. Pour ceux qui pratiquent Getting Things Done, c'est le même principe, de faire un petit nettoyage régulier. Moi, dans ma liste, dans ma whitelist, j'ai une colonne date de création. Quand je vois qu'il y a une ressource qui est là depuis un peu trop longtemps, c'est que j'ai peut-être pas si envie de la lire que ça. Donc, oui, je zappe. Il y a un autre risque là, qui est plus sur l'axe d'apprentissage, c'est de ne pas cibler son apprentissage et de faire une veille qui n'est pas forcément si utile que ça, qu'on ne va pas vraiment réussir à remettre en pratique. Donc pour ça, il y a une notion moi, je travaille avec une notion de projet et je mets en place une liste de projets. Tout comme j'ai une whitelist, j'ai une liste de projets. Donc je peux avoir des projets courts, comme par exemple savoir quelque chose, travailler sur la différence entre un put, un post, un patch. Mais ça peut être des projets beaucoup plus conséquents, comme tiens, je veux m'améliorer, comprendre comment on fait pour designer une API REST, par exemple. Et donc un projet, quand c'est surtout des projets longs, ça va être intéressant de définir le pourquoi pour pouvoir prioriser les projets les uns avec les autres. Il y a toujours le plaisir qui doit être un peu la base de chaque projet, mais parfois ça peut être aussi, donc j'arrive dans une nouvelle mission, il y a des technologies que je ne connais pas, ça peut être du coup découvrir ces technologies pour le besoin de ma mission, ça peut être pour travailler mon employabilité. Bref, il peut y avoir différentes raisons, et ça vaut le coup de se les poser. Ensuite, on va travailler sur le quoi, on ne va pas se jeter sur la première ressource sur laquelle on tombe, le premier bouquin, le premier MOOC, ça vaut le coup de prendre le temps de savoir ce qu'il y a de disponible comme ressources, de poser des questions aux collègues, comme ils ont fait, ceux qui ont déjà éventuellement travaillé sur ce type de projet, et d'aller chercher les ressources les plus pertinentes. Et ensuite, on va se poser la question de comment je vais réussir à mener à bien ce projet. Et donc, l'idéal, c'est de créer une habitude, et Fabien reviendra dessus tout à l'heure. Donc, si vous voulez aller un peu plus loin sur la notion de projet, il y a le bouquin de Scott Young qui est super intéressant, qui s'appelle Ultra Learning. C'est en gros très intéressant sur la notion d'apprentissage et comment apprendre à apprendre. C'est un livre que j'ai découvert grâce au MOOC Learning How to Learn, que je vous recommande. Ce n'est pas un MOOC très compliqué, même plutôt simple, plutôt court, et on apprend énormément de choses, et c'est un point d'entrée sur plein d'autres ressources sur l'apprentissage. Donc, je vous recommande grandement. Donc ça y est, on a des ressources qu'on a mis dans notre liste de ressources et, sur nos projets. Et maintenant, il va falloir traiter les ressources. Donc c'est la phase où on consomme notre veille. Et là, par contre, c'est une action longue, contrairement à la phase de sourcing, là, qui est plutôt courte. Donc on choisit une ressource. Ça vaut le coup de définir son objectif quand on commence à traiter une ressource pour cibler ce qu'on veut apprendre. Ça va influencer notre prise de notes et aussi notre niveau d'engagement. Est-ce que je vais plutôt avoir une vue d'ensemble ou est-ce que je veux être plutôt en mode j'étudie et du coup avoir un effort qui est plus important. Par exemple, si j'arrive sur une mission, j'ai une montée en compétences à faire sur Kubernetes, si moi j'ai juste besoin en tant que dev de savoir quelques notions, je n'ai pas forcément besoin de prendre autant d'informations que quelqu'un qui va vouloir administrer par exemple Kubernetes. Donc ça va changer mon niveau d'engagement par rapport à mon besoin. Donc, par contre, il y a toujours quelque chose qui est très important quand on traite les ressources, c'est la prise de notes.
Et j'aimerais savoir un peu qui est-ce qui prend des notes parmi vous en général quand vous faites de la veille. D'accord, donc moi j'aimerais convaincre ceux et celles qui n'ont pas levé la main de peut-être justement avoir envie de prendre des notes plus tard. Donc la question qui est importante dans ce genre de cas, du coup, c'est de savoir pourquoi on prend des notes. Alors premièrement, ça aide notre mémoire de travail. Quand on traite une source, tout simplement, déjà, ça diminue la charge mentale. On a moins besoin de mettre tout dans notre tête et ça va nous aider à mieux comprendre tout de suite ce qu'on est en train de traiter. Ensuite, ça va nous aider à mieux mémoriser. Ça, c'est la courbe de l'oubli des Bingos. Si on ne fait rien pour se rappeler, on oublie très très vite. Donc c'est dommage d'investir du temps si c'est pour oublier quelque chose. Donc l'idée, c'est de passer les informations en mémoire à long terme et les notes vont nous aider pour ça, à nous rappeler. Et un autre aspect qui est très important et qui est très souvent sous-estimé et pas évoqué par rapport à la prise de notes, c'est que ça permet d'alimenter notre réflexion, de prendre de la hauteur, d'avoir une perspective différente sur ce qu'on est en train d'apprendre. Et ça nous permet tout simplement de mieux penser, de prendre parfois aussi des meilleures décisions et d'être plus créatif. Bref, ne pas prendre des notes, c'est presque perdre son temps. Je pense que vous avez tous et toutes à un moment lu des articles, vous n'avez pas pris de notes. Si je vous dis qu'est-ce que vous avez lu, 2 semaines après, ou même peut-être juste 1 semaine après, vous vous souvenez plus de ce que vous avez lu. C'est dommage. Donc l'idée de prendre des notes, c'est un peu de changer cette habitude et pouvoir plus en bénéficier. Du coup, je vais vous donner quelques conseils sur la prise de notes. Il y a un conseil particulièrement important pour moi, c'est le fait de paraphraser. Aujourd'hui, c'est assez facile de pouvoir copier-coller, surligner directement avec une liseuse ou sur l'ordi. La paraphrase, c'est intéressant. Déjà, on a un feedback immédiat. Donc, paraphraser, c'est reformuler avec nos propres mots. Et si on n'arrive pas à le faire, c'est qu'on n'a pas compris. Et c'est super d'avoir ce feedback, de pouvoir se dire, tiens, j'arrive pas à paraphraser, du coup, en fait, c'est que il va falloir peut-être que je relise un peu plus ce que je viens de lire. Ensuite, on utilise nos propres mots. Donc, quand on va se relire plus tard, on va mieux se comprendre que si on a juste fait un simple copier-coller. Et ensuite, une idée, elle est rarement limitée à une seule phrase. Ça va être souvent un ensemble, un paragraphe, plusieurs phrases ensemble, alors que nous, on va pouvoir la synthétiser en une seule phrase. Ça va être plus pratique, pareil, lors de la relecture. Et tout simplement aussi, quand on paraphrase, on mémorise mieux. Il faut faire confiance à son cerveau, on n'est pas là pour tout noter par contre. On a défini notre objectif, notre niveau d'engagement. Il ne faut pas se stresser, dès qu'on lit quelque chose, on n'est pas obligé de le noter. Voilà, on note ce qui est important pour nous. Et pour garder le rythme, donc, il y a des personnes qui arrivent à noter un peu au fil de l'eau, mais parfois c'est un peu désagréable, on a l'impression que la lecture est hachée. Du coup, ce que ça peut valoir le coup, c'est de noter en fin de section ou en fin de paragraphe, se dire, là, qu'est-ce que j'ai appris? Et on pose le crayon à ce moment-là, on réfléchit, et puis là, on prend des notes. Sur le format, on est libre, on fait avec ce qui nous parle le plus. Donc ça peut être numérique, papier, ça peut être des choses plus ou moins visuelles, une mind map, une sketch note, ou alors même carrément, on peut prendre des notes vocales, il y a des outils pour ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le numérique, on va être plus rapide, mais par contre, on a le risque de faire de moins de paraphrases, donc c'est un peu dommage. Et aussi, il y a toutes les distractions, notamment si vous prenez des notes avec votre smartphone, il suffit qu'il y ait une notification et là, on vous a perdu. À l'inverse, le manuscrit, on est plus lent, mais on a plus de liberté d'expression, et donc on va plus paraphraser du fait de la lenteur. Alors voilà, on a pris des notes, on a traité une ressource, est-ce qu'on s'arrête là? Ça pose la question en fait de l'utilisation des notes. Et donc parmi ceux et celles qui ont levé la main tout à l'heure, qui prennent des notes, qui est-ce qui arrive à bien utiliser ces notes? Ah, il y en a moins, ouais. Bon, alors j'espère vous donner des trucs pour justement mieux utiliser les notes, parce que moi ça a été mon problème pendant très longtemps, c'est d'avoir une archive en fait, de me retrouver avec des notes un peu partout et de ne pas réussir à les utiliser, d'avoir des problèmes pour faire des recherches, et en fait elles ne m'aidaient pas à penser, et c'est un peu dommage dans le cadre de la veille. Ce qu'on cherche à faire, nous, c'est vraiment d'avoir un second cerveau, d'avoir des notes qui vont nous aider pour notre futur. Donc la première possibilité déjà, c'est de le classer dans un seul endroit. Avoir un seul logiciel. Moi, j'avais des choses un peu partout au début. Déjà, ça a été mieux quand j'ai tout mis dans Notion. Je pouvais faire des recherches full text, c'était pas si mal. C'est ce que propose Thiago Forte dans son livre Building a Second Brain. Alors, je vous mets le bouquin parce que c'est un livre si vous cherchez des infos sur la gestion de la connaissance, vous allez probablement tomber sur ce bouquin. Moi, je ne suis pas un grand fan,
notamment parce que c'est la limite. Mais après, voilà, ça peut être une première étape. Donc ça peut être intéressant déjà de classer. Mais le problème, c'est que ça ne scale pas. Si vous commencez à accumuler, vous allez arriver à un moment où ça va être plutôt un frein. Vous n'allez pas réussir à ajouter des nouvelles notes sans que ça soit forcément facile à utiliser. Et un autre problème qui est pour moi beaucoup plus important, c'est qu'il n'y a pas de connexion. En fait, un article, c'est un ensemble d'idées. Vous prenez par exemple l'article de Martin Fowler, Mork and Stubb, vous avez un ensemble d'idées. Vous regardez la vidéo peu de temps après de Ian Cooper, TDD World Did It All Go Wrong, et vous vous rendez compte aussi, là, il y a plein d'idées qui sont super intéressantes, et vous aimeriez pouvoir connecter une idée avec une autre. Le problème, c'est que là, vous ne pouvez pas, avec un système qui est comme ça, vous devez connecter une note complète avec une note complète. Du coup, la solution, c'est le Zettelkasten. Alors Zettelkasten, c'est un nom allemand pour dire une boîte de rangement de notes. En anglais, c'est Slipbox, mais si vous voulez creuser après, le terme qui va être utile pour faire des recherches sur Google, c'est Zettelkasten. Le bouquin de référence sur le sujet, c'est How to Take Smart Notes de Zonke Arens. C'est un super bouquin, en tout cas pour se motiver à prendre des notes, il est vraiment super chouette. Il n'est pas forcément très pratique, mais c'est un petit bouquin que je vous recommande grandement. Donc l'idée, en fait, avec le Zettelkasten, c'est qu'on ne va pas s'arrêter là. Les notes qu'on avait prises pour la capture, eh ben, en fait, on va faire un nouvel effort, on va faire un nouvel investissement pour notre futur moi, et on va les transformer en notes permanentes. Et on va jeter les notes, au final, on va jeter les notes de capture. En fait, on les déstructure pour faire des petites notes permanentes. Il faut faire ça pas tellement longtemps après. On va essayer de garder le contexte, les choses fraîches dans notre tête. Donc, il ne faut pas trop tarder. On fait ça le soir. Par exemple, si on a fait le traitement d'une ressource le matin, ben, on peut faire ça le soir. Ça doit arriver peu après la capture. Et donc, c'est vraiment une phase de travail. Du coup, il appelle ça une phase d'élaboration. C'est préparé mûrement par un lent travail de l'esprit. Parce qu'en fait, on prend le temps ici de bien comprendre, d'approfondir. Alors que côté travail, on pourrait se dire que c'est un nouvel effort, ça va pas être agréable, mais c'est vraiment super agréable comme moment parce qu'on se rend compte qu'on comprend des nouvelles choses. Et c'est un super moment, c'est super chouette. Donc, on prend en plus encore du feedback sur notre compréhension à ce moment-là, quoi. Et donc, ce qu'on fait, contrairement à un système où on va classer des notes complètes, on va faire plein de petites notes atomiques. Tout comme en dev, on a le Single Responsibility Principle, ben là, c'est à peu près la même chose. On se retrouve avec plein de petites notes qui ont des responsabilités limitées. En gros, c'est une note, c'est une idée. Et ça facilite les connexions, la maintenance, l'utilisation de notre second cerveau. Et si on a besoin qu'on a des trop grosses notes, ben on fait du refacto, paf, on les split en petites notes. Et tout ça, ces notes, donc, on les connecte les unes avec les autres, et ça nous fait un réseau de notes dont les structures émergent naturellement. On n'a pas besoin de dire cette note-là, elle va dans telle catégorie, cette note-là dans telle catégorie. Non, c'est naturel et tout se met en place. Donc, si on a besoin de mettre un peu de structure agréable, plus légère que devoir mettre une note dans une catégorie, dans un dossier, on peut utiliser des tags. Ça permet de mettre des catégories de façon flexible. Ou alors, on peut aussi faire des points d'entrée, qu'on appelle des notes de structure, qui vont être des notes qui vont pointer vers d'autres notes. Mais on sait que quand on va vouloir rechercher des choses sur cette thématique, on va commencer par cette note-là. Donc là, ce que je vous ai présenté, c'est ce que j'appelle le Zettelkasten Lite, parce que moi, je n'utilise pas la partie gestion des références. Donc, par exemple, avec un logiciel qui s'appelle Zotero, souvent les gens qui utilisent cette méthode, qui font par exemple de la recherche, vont noter exactement la ressource, l'éditeur, l'auteur, la page, la citation, tout précisément. Moi, je mets ça directement dans mes notes permanentes. Donc, je n'utilise pas cette partie-là. Et donc, en synthèse, donc, vous avez une phase de capture, où vous avez les ressources que vous traitez qui deviennent des notes de lecture. Tout ce que vous avez aussi dans une discussion au DevFest derrière avec un verre ou à la machine à café ou alors une pensée sous la douche, ça devient des notes impromptues. Et toute cette note-là issue de votre capture deviennent ensuite des notes permanentes à la phase d'élaboration et de connexion. Donc là, je vous montre un exemple de note permanente. Donc, moi, j'utilise le logiciel qui s'appelle Obsidian, qui est très simple d'utilisation. Donc, il y a la partie recherche, qui permet de chercher et de faire une recherche full text super efficace. Au milieu, vous avez la note, donc une petite note avec un titre qui, on le fait un peu comme on va faire une API ou quand on conçoit une méthode, on essaie d'avoir un nom, on se positionne du côté du client pour bien nommer.
Et ben là c'est pareil, on va essayer de se dire, moi, quand je vais vouloir utiliser ma note, pour pouvoir que ça soit facile, je vais chercher un titre qui me permette déjà de retrouver la note facilement, puis de l'utiliser facilement aussi. À l'intérieur de la note, vous avez des connexions, des liens sortants, et puis sur le côté, là, vous avez des liens entrants, tout ce qui pointe vers la note. Donc c'est très facile après pour naviguer dans votre réseau de notes. Et ça fait partie de la puissance. Souvent, quand vous mettez une note, vous commencez à connecter des choses, vous retrouvez des anciennes notes, et le système vous fait bénéficier du fruit de tout ce que vous avez accumulé. Donc il y a plein d'outils. Donc là, j'en ai mis quelques-uns. Dans les slides qu'on vous partagera avec Fabien, on vous mettra des liens avec d'autres moyens d'en savoir un peu plus tranquillement. Je vais passer rapidement parce que le but, ce n'est pas de vous montrer un outil en particulier, sachant que ça explose complètement ce type de gestion de connaissances. Donc il y en a vraiment beaucoup. Le plus important, c'est de commencer simple. Ce qui est difficile et ce qui est le plus important, c'est quand même de penser. Ce n'est pas le système qui doit être le plus important, il doit être là pour vous aider. Après, c'est vrai que moi, depuis que j'ai découvert donc, le Zettelkasten, je suis quand même bien content d'avoir fait cette découverte. Mais donc, il doit être là pour vous aider. Faites évoluer votre système avec le temps. Et surtout, commencez aujourd'hui. Moi, j'ai commencé il y a 2 ans. Je remercie mon moi d'il y a 2 ans d'avoir fait cet effort. Grâce à ça, je suis là aujourd'hui pour partager ces connaissances avec vous. Et donc, ça permet donc de valoriser le fruit de notre veille, et donc justement, dont vous parlez, Fabien, maintenant. Donc là, moi, je vous parlais de valoriser notre veille. On a fait tout ça, on a fait le processus, on a sourcé, on a lu les articles, on les a compilés. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? On va essayer de la valoriser. Mais déjà, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur la notion de valeur. La valeur, qu'est-ce que c'est? La valeur, moi, j'aime bien utiliser la définition de Seb Rose. Seb Rose, c'est quelqu'un qui travaille chez Cucumber et qui a écrit plusieurs livres sur le BDD, donc le Behavior Driven Development. Et à Agile Scott North en 2019, il a proposé une définition de la valeur qui est celle-ci. La valeur, c'est tout ce qui permet d'apporter de la connaissance, mais aussi tout ce qui permet de diminuer le risque et tout ce qui permet de donner du feedback utile. Donc dans le feedback utile, il y a le cash, par exemple. Enfin, avoir des sous, c'est bien, c'est du feedback utile. Mais les 2 premiers sont importants et ils sont quand même, on n'en pense pas assez. On n'y pense pas assez. La valeur, c'est aussi se faire plaisir, parce qu'on n'en parle pas assez, ça non plus. La valeur, c'est se faire plaisir. Et comment est-ce que, du coup, on peut réussir à mettre de la valeur sur tout le process qu'on a fait juste avant? Déjà, la première retombée de la veille, c'est qu'on a appris quelque chose. On apprend tout le temps des choses. Apprendre, ça nous donne des retombées qui sont inconnues à moyen et à long terme. Ça nous donne un nouveau regard sur ce qui nous entoure. Et en fait, c'est hyper enrichissant d'apprendre continuellement des choses. Et du coup, je vous encourage à faire de la veille pour apprendre, apprendre, apprendre. Apprendre, ça fait partie de notre métier. On ne peut pas réussir à maîtriser une fiche de poste ou maîtriser un poste si on n'apprend pas. En fait, apprendre, c'est quelque chose qui fait partie du monde du vivant. Si vous êtes vivant, vous apprenez. Sinon, vous êtes une pierre et vous n'apprenez pas. Une fois qu'on a appris, on peut innover. Innover, c'est une des deuxièmes retombées de la veille. Innover, ça nous permet d'introduire du neuf dans quelque chose qui a un caractère bien établi. C'est créer des connexions entre des choses qui existent. La veille, le processus qu'on vous a montré, c'est faire des connexions entre vos idées, faire des connexions entre ce que vous apprenez. Donc la veille, ça permet vraiment d'innover. C'est vraiment un moteur d'innovation pour vous et pour votre entreprise. Et à partir de l'innovation, ce qu'on peut faire, c'est expérimenter. Expérimenter, c'est l'action de réaliser quelque chose. On va apprendre au travers d'une expérience. Et une expérience, c'est juste un fait qui est vécu ou qui est observé. C'est du concret. Une expérience, c'est du concret. Expérimenter, c'est mettre en place une action qui nous permet, avec nos idées, avec ce qu'on apprend, d'avoir quelque chose de concret. En fait, c'est à partir de notre savoir, on va, dans un contexte et un cadre que l'on connaît, créer un objet. Donc là, le personnage, il va réussir à créer en fait un véhicule un peu bizarre avec ce que lui sait. Et quand il fait l'action de créer ce véhicule dans le contexte qu'il connaît, il obtient un retour sur l'expérience qui est le savoir-faire. Et le savoir-faire, c'est quelque chose qui est valorisable. Vous avez appris quelque chose et vous êtes capable de montrer que vous savez faire des choses. Donc ça, c'est vraiment très très important quand vous faites de la veille, essayez d'acquérir du savoir-faire. Il y a encore une autre façon de vraiment mettre en valeur ce que vous apprenez, et moi je vous encourage à le faire, c'est le partage. Partager, c'est quelque chose qui est naturel, c'est hyper chouette, faites-le. Je vais vous prendre du coup quelques ateliers là, pour vous inciter à partager. Le premier atelier, c'est un petit peu obvious, mais c'est déjà discuter. Petit raté. Pourquoi est-ce qu'on partage? Parce qu'en fait, la connaissance, c'est la seule chose qui grandit quand on la partage. Si vous savez quelque chose et que vos collègues ne le savent pas, si vous leur dites, tout le monde va avoir cette même connaissance. Et en fait, la connaissance du groupe va grandir.
Ça permet, par exemple, de connecter de nouvelles idées entre elles. Si vous apprenez quelque chose à votre collègue, lui va réussir à faire des connexions entre de nouvelles choses qu'il comprend. Et du coup, vous allez pouvoir connecter avec votre collègue. Donc c'est pour ça que discuter entre collègues, c'est hyper important. Donc discuter, ça peut être au café, de façon informelle. Donc vous allez au-delà du besoin opérationnel et vous découvrez des choses sur vos collègues. Au café, c'est hyper chouette. Vous découvrez des connaissances cachées, des rôles cachés. Par exemple, vous découvrez que cette personne, c'est la personne qui va pouvoir vous ouvrir des VM ou vous ouvrir des flux. Ou alors, une autre personne, c'est celle qui a expérimenté une technologie sur un autre projet et qui va vous permettre de vous aider sur votre projet actuel. Donc c'est hyper chouette de discuter sur des moments informels. Il y a aussi des communautés de pratique. Les communautés de pratique, c'est là où on s'est rencontré avec David, c'est là où on peut partager vraiment sur un sujet en particulier. On crée des connexions, on crée des outils, enfin, on partage nos outils. C'est vraiment, vraiment chouette. Par la discussion, on arrive à diminuer le risque. En fait, en partageant les connaissances, on diminue le risque que cette connaissance se perde. Et donc ça crée de la valeur. Un autre moyen de partager, c'est de produire quelque chose. Donc produire, ça peut être écrire un article, ça peut être enregistrer un podcast, ça peut être tourner une vidéo, ou ça peut être aussi dessiner, faire des sketch notes, faire des infographies, faire du visuel récapitulatif de choses qu'on a appris. Et quand vous le partagez en public, souvent vous avez du retour, du feedback. Les gens, ils apprennent, et en plus de ça, ils vous font du retour. Donc c'est hyper important. J'aime beaucoup cette notion de produire et de partager en public. Là, sur Twitter, moi, je suis beaucoup de personnes qui sont en reconversion, qui posent des questions, qui apprennent des choses. Et en fait, même si j'ai un peu d'expérience dans le développement, j'apprends toujours des choses quand les nouvelles personnes me montrent ce qu'elles apprennent, ce qu'elles sont en train de faire, ce qu'elles sont en train d'apprendre. Je trouve ça hyper chouette. Une autre forme de production, nous, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est on présente un sujet. Présenter, c'est en fait, en un sens, c'est enseigner quelque chose. En fait, on essaie de transmettre notre connaissance. Et le meilleur moyen d'apprendre, c'est quand même d'enseigner. Donc, essayez de créer des instances de partage régulières. Dans votre entreprise, essayez d'avoir en sorte d'avoir un moment où vous pouvez discuter, présenter en toute simplicité. Enfin, il n'y a pas besoin de se monter le bourrichon pour pouvoir partager quelque chose. Faites des lightning talks. En 5 minutes, vous parlez de n'importe quel sujet. Allez en meet-up, comme ça vous pouvez présenter quelque chose et en plus vous pouvez discuter avec des nouvelles personnes. C'est hyper chouette. Venez dans les conférences, vous êtes là donc vous le savez déjà, mais en conférence où il y a des gens qui partagent, c'est hyper chouette pour vous pour présenter et pour les gens qui reçoivent. Ma première expérience de présentation, je venais juste de sortir d'école, j'avais fini mon stage de fin d'études, et je suis arrivé dans le métier, et dans mon stage de fin d'études, mon maître de stage m'a dit tiens, pendant 1 mois, tu vas passer au tableau et tu vas présenter un design pattern à toute l'équipe. Donc j'avais 10 minutes par jour où il fallait que je présente un design pattern, alors que j'y connaissais rien du tout. Pour moi, c'était hyper chouette parce que ça m'a permis de découvrir les design patterns, et pour l'équipe qui était autour, en fait, ils ont pu découvrir certains design patterns qu'ils ne connaissaient pas, approfondir en fait par ce que moi j'arrivais à leur transmettre, et ensuite approfondir aussi par les échanges qu'ils avaient les uns les autres. Et du coup, on s'est tous enrichis les uns les autres pendant 1 mois à avoir en fait une colle du design pattern par jour. D'ailleurs, c'est un atelier comme ça qui s'appelle le Good Learning, qui a été présenté par Philippe Bourgault juste après le Covid. Il s'est rendu compte qu'en partageant tous les jours, il arrivait à faire en sorte que son équipe grandisse ensemble. Il a présenté cet atelier parce qu'au moment du Covid, on a été confinés, et son trajet pour aller à son bureau, au lieu de mettre 50 minutes pour aller dans les locaux, il mettait 5 minutes pour aller dans son bureau, dans sa maison. Donc il s'est demandé comment est-ce que je peux faire pour rentabiliser ce temps que j'ai gagné. Est-ce que je vais dormir plus? Est-ce que je vais produire plus? Non, en fait on va prendre 30 minutes tous les jours en équipe, qu'on va découper comme ça. On va prendre 20 minutes pour s'approprier un sujet, chacun, le sujet dont on a envie, le sujet que l'on veut approfondir. Et ensuite on prend 10 minutes entre tous les participants de l'équipe pour échanger sur ce qu'on a appris. C'est un atelier qui permet de consommer des ressources de veille en groupe et de les restituer dans la foulée. Un autre atelier qui est un petit peu du même acabit, c'est l'extreme reading. L'extreme reading et toutes ces déclinaisons, c'est un atelier de consommation de ressources en veille de groupe. C'est un atelier donc, que j'ai découvert moi à Ncraft en 2019, qui était présenté par Yoann Thirion. En fait, en 1 heure, on va tous ramener un livre et on va tous lire notre livre en 20 minutes, s'échanger le livre avec quelqu'un d'autre et en lire un deuxième livre. Donc en fait, en 2 fois 20 minutes, on va lire 2 fois 2 livres, 2 fois un livre. On ne va pas forcément aller tout au bout des choses, mais on va essayer de grappiller des pépites de valeur. On va voir dans notre livre, on va trouver des idées qui nous paraissent intéressantes, les restituer, les synthétiser et essayer après de les partager tous ensemble. Parce qu'ensuite, après ces 2 fois 20 minutes, on va prendre en fait 15 minutes de partage.
Donc ça ne fait pas 1 heure, mais en fait, il y a 5 minutes de battement, le temps de présenter, choisir les livres, etc. Et du coup, ça dure 1 heure. C'est hyper chouette parce qu'en 1 heure, on arrive à revoir tout le processus de veille qu'on vous a présenté jusqu'à présent. Et une autre façon de partager que je trouve hyper chouette, c'est le mob programming. Le mob programming, il a ça qui lie le besoin opérationnel de produire de la feature, de produire du code, avec le partage de connaissances. On est obligé de partager des connaissances. Tout ce que vous faites sur votre veille, vous pouvez le partager en mob. Et si vous n'arrivez pas à faire du mob, faites du pair. C'est mieux que rien. Tout ça, c'est bien beau, mais encore, il faut avoir de l'énergie et du temps pour le faire. Là, on vous a présenté un processus un petit peu lourd, que vous allez adapter quand même, parce qu'on parle de veille personnelle, donc en fait, le processus, vous le prenez, là, on vous présente quelque chose, mais vous l'adaptez pour vos besoins, vous le prenez comme vous voulez, mais est-ce que vous avez vraiment envie de faire tout ça? Il y a des jours, on n'a pas trop l'énergie, on n'a pas la forme, on est fiévreux ou on a la flemme, on a le droit d'avoir la flemme. Dans ce cas, quand on n'a pas d'énergie, pas d'envie, on va plutôt faire ce qu'on appelle de la veille passive. On va engorger des informations, parcourir Twitter sans plus, parcourir des articles en diagonale, on va voir des choses qui vont passer, mais on ne va pas forcément les traiter, on ne va pas forcément investir de temps dessus. Donc ça peut prendre beaucoup de temps, mais au final, il n'y a pas beaucoup de gains, parce qu'on ne sera peut-être pas capable de retrouver une information. A contrario, il y a d'autres jours où on va avoir de l'énergie, de la forme. On va avoir envie d'être proactif, d'écrire des articles, d'aller discuter avec des collègues, de rencontrer de nouvelles personnes. Là, on est plus dans une démarche de veille active. On va essayer de produire du contenu, s'approprier ce qu'on engrange et éventuellement passer plus de temps pour élaborer des notes, les lier et faire des choses. C'est un peu plus chronophage. Et entre ces deux veilles-là, il y a tout un monde qui existe. Il y a un curseur. Et ce curseur, c'est vous qui le placez. C'est votre décision. Il faut répondre à la question, quelle énergie est-ce que je veux consacrer à ma veille? Vous n'avez pas forcément ni le même investissement en énergie, ni le même investissement en temps. Comment est-ce qu'on peut faire pour éviter de s'épuiser? Tout à l'heure, je parlais de la veille comme étant l'ensemble des habitudes et des processus. Et bien là, on va parler des habitudes. Qu'est-ce que c'est qu'une habitude? En 4 étapes, on a un signal. Une habitude, ça commence par un signal. Ça peut être un lieu, ça peut être une heure, ça peut être les personnes autour de soi. Par exemple, quand on arrive au boulot, c'est un signal. On arrive à un nouveau lieu. Quand on rencontre un collègue, on peut dire tiens, toi, j'ai une interaction particulière avec toi. C'est un déclencheur. Le signal, on a envie, en fait, pour créer une habitude, de le rendre plus évident. Par exemple, si je veux faire du sport, je vais me dire tous les jeudis à midi, je vais aller faire du sport et je vais bloquer un créneau dans mon agenda. Ou alors, j'ai envie de faire de la veille, je me bloque un créneau le vendredi de 9h à 9h30. En fait, en rendant évident notre déclencheur, on va réussir à voir le signal de l'habitude qu'on veut créer et pouvoir passer à la suite. La suite, c'est quoi? La suite, c'est le besoin. Le besoin, ça va être la motivation et l'énergie pour créer l'habitude, pour créer en fait le mouvement qu'on veut acquérir. Ce besoin, il faut réussir à le rendre attractif. On va essayer de passer à « je dois faire quelque chose » à « je vais le faire ». Par exemple, sur le sport, on a envie de dépenser son énergie. On dit tiens, je dois aller courir. Pour le rendre attractif, on peut se dire je me projette dans le futur et en fait je suis un sportif et je vais aller faire du sport. Ou alors sur la veille, c'est je vais être en maîtrise de mes outils et donc je vais faire de la veille pour apprendre mes outils. Une fois qu'on a trouvé la motivation de passer à l'action, on va passer à l'action. En fait, je l'ai dit avant le slide. L'action, ça va être quoi? Ça va être aller courir pour faire du sport. Et on va essayer de se faciliter la vie en facilitant ça. Donc, si on a envie d'aller courir, on va par exemple préparer nos affaires en avance et les mettre à côté de la porte d'entrée pour que quand on veut aller courir, ce soit facile de trouver nos outils, ce soit facile de trouver nos chaussures. Pour la veille, on va vouloir lire un article, regarder une vidéo, écouter un podcast. Et pour se faciliter la vie, on va avoir classé nos ressources dans des whitelists. On va réussir à classer nos ressources par des projets qu'on aura priorisés. Comme ça, on se facilite la vie et on peut plus facilement passer à l'action. Et une fois qu'on est passé à l'action, on a une récompense. La récompense, elle est toujours là sur l'habitude. Il faut se poser la question de quelle est ma récompense? La récompense, il faut réussir à la rendre plaisante. Si vous ne savez pas quelle récompense vous avez vraiment, essayez d'en créer une. Par exemple, si vous n'arrivez pas à faire du sport, dites-vous que le jeudi à midi, une fois que vous avez été courir, vous autorisez votre dessert préféré, un Welsh par exemple. Ou alors, sur la veille, si le Welsh, ça peut être un dessert. La veille, par exemple, ça peut être la satisfaction d'accomplir quelque chose. On a réussi un exercice de code, on s'approprie des outils, on accomplit un projet. En fait, ces 4 étapes, ça porte un nom, c'est The Habit Loop, ou la boucle de l'habitude. Et donc ça, c'est présenté par James Clear dans son livre qui s'appelle Atomic Habits, donc que je vous encourage à aller regarder si vous voulez créer des habitudes.
Donc les habitudes, c'est très bien, mais ça prend du temps. Et du coup, quel temps est-ce qu'on peut prendre pour faire notre veille? Déjà, aujourd'hui, on est quel jour? On est jeudi. Jeudi, c'est un jour ouvré. Pourquoi est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là pour vous? Est-ce que vous êtes là pour l'entreprise? Qui est-ce qui paye ce temps? Est-ce que vous avez posé un RTT ou est-ce que c'est votre entreprise qui vous a déstaffé? Qui est-ce qui va gagner dans l'histoire? Eh bien, cette question du temps, elle est cruciale. Parce que le temps, on peut le voir de deux façons différentes. Le temps, ça peut être de l'argent. Ça peut être du temps professionnel, ça peut être de l'argent. Et le temps, d'un autre côté, c'est aussi votre vie personnelle. C'est votre vie qui s'écoule. Et du coup, quand est-ce qu'on fait notre veille? Sur du temps pro ou sur du temps perso? Personnellement, moi, je n'ai pas la réponse. Il y a un curseur à mettre. Il faut réussir à le mettre. Moi, je suis convaincu que la veille, c'est quelque chose qui est une bonne chose pour soi et pour l'entreprise. Du coup, essayez au maximum de le faire sur le temps professionnel. Par contre, c'est quelque chose que je ne peux pas décider tout seul. Il faut réussir à embarquer son entreprise, embarquer son équipe. Et pour savoir où vous allez placer ce curseur pour vous et pour l'entreprise, je vais vous présenter deux grilles de lecture. Donc la première grille, c'est pour savoir où est-ce que vous allez placer votre curseur, pour savoir quel temps est-ce que vous voulez consacrer à votre veille. Si votre objectif de veille, c'est un besoin de formation, quand je dis un besoin de formation, c'est être opérationnel sur votre projet. Ce n'est pas aller faire une formation sur de la pâtisserie. Si vous faites de la formation de la pâtisserie, c'est hyper chouette, mais je ne suis pas sûr qu'au quotidien, ça vous serve beaucoup. Enfin, en tout cas, peut-être pas sur votre projet. Donc, pour votre besoin opérationnel, pour votre besoin d'être opérationnel, vous allez faire de la formation. Ensuite, vous pouvez très bien essayer de faire votre veille pour gagner en efficacité, donc pour améliorer sa productivité. C'est par exemple, tout à l'heure, l'anecdote du bûcheron, il va affûter sa hache pour être plus productif sur son travail. On peut aussi se dire, moi j'aimerais bien chercher la diversité sur le projet. On a une technologie, par exemple Java, il y a d'autres technologies qui existent peut-être. Peut-être que Kotlin, Clojure, c'est des choses qui sont sur la JVM. On peut peut-être essayer quelque chose. Ou alors, si je reprends l'exemple du bûcheron, tiens, je vais sur un salon de bûcheron et je découvre un outil qui est génial, qui s'appelle la tronçonneuse. Peut-être que je vais l'utiliser à la place de la hache. Je change un petit peu les outils que j'utilise, mais peut-être que je vais gagner en efficacité. Peut-être qu'on va gagner des choses. Je ne sais pas. Il faut essayer un petit peu. Et la dernière grille de lecture pour savoir où est-ce que vous allez placer votre curseur, c'est l'employabilité. C'est-à-dire, c'est le besoin égoïste de rester à jour pour être en fait viable sur le marché. Et en fait, fort de ces quatre grilles de lecture, enfin de ces quatre éléments, quel est l'objectif que vous donnez sur votre veille? Eh bien déjà, vous avez une idée d'où est-ce que vous êtes capable de placer ce curseur entre temps pro et temps perso. Mais encore une fois, vous ne pouvez pas forcément décider toujours tout seul. Quel est le risque à ne pas faire de veille? Est-ce qu'il y a un risque? Eh bien, si vous ne faites pas de risque sur votre temps de travail, ce n'est pas grave. Par contre, si vous n'en faites pas sur votre temps de perso, c'est normal. Si vous faites de la veille sur votre temps perso, soit c'est que vous y prenez du plaisir, soit que vous êtes en burn-out. Et attention à la culture du métier passion. Si vous faites votre métier, qui est une passion en dehors de vos heures de travail, méfiez-vous du burn-out. Il y a eu une super conférence sur ce sujet ce matin. N'hésitez pas à aller la voir. En revanche, si vous ne faites pas de veille, pour l'entreprise, c'est un risque. Pourquoi est-ce que c'est un risque? Et c'est là où je vais parler de la deuxième grille de lecture. La veille, c'est bénéfique pour l'entreprise. Est-ce que vous avez entendu parler d'un truc qui s'appelle l'agilité? L'agilité, il y a beaucoup d'entreprises qui l'utilisent parce que c'est un levier de performance. Ça permet d'améliorer les processus en continu, ça permet de rechercher de l'innovation, et quand elle est menée à bien, en fait, on a un meilleur investissement des salariés. L'agilité, il y a un truc qui s'appelle le manifesto, en fait, qui présente 4 valeurs. Et derrière ces valeurs, il y a 12 principes. Le principe 9, il nous dit qu'une attention continue à l'excellence technique et à la bonne conception renforce l'agilité. Mais comment est-ce qu'on peut atteindre l'excellence technique si on ne prend pas le temps en fait, d'affûter nos outils? Si on ne fait pas de veille, comment est-ce qu'on peut réussir à atteindre l'excellence technique? C'est quoi l'excellence technique? Eh bien, si vous n'allez pas chercher la réponse à cette question, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut l'atteindre. Et ensuite, on a le principe 12, c'est-à-dire intervalle régulier. L'équipe réfléchit aux moyens de devenir plus efficace et puis modifie et règle son comportement en conséquence. Souvent, ce principe est utilisé pour justifier tout ce qui est rétrospective. La rétrospective, on va chercher à améliorer les processus. Mais en fait, on a d'autres pistes d'amélioration. La veille, c'est une piste d'amélioration. On peut chercher de nouveaux outils, de nouvelles façons de faire. Et du coup, derrière ce principe, pensez un petit peu plus à la veille et peut-être un petit peu moins à la rétrospective. Bon, l'agilité, c'est bien, mais il y a aussi un autre mouvement, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ça s'appelle le DevOps. Le DevOps, souvent, c'est dans les entreprises qui cherchent la performance. C'est-à-dire qu'ils veulent déployer plus fréquemment, livrer plus vite, avoir plus de stabilité. Eh bien, ils vont chercher à se tourner vers le DevOps. Le DevOps, il y a un bouquin qui est hyper chouette qui en parle, c'est Accelerate, c'est la science derrière le DevOps.
Donc il y a une étude qui s'appelle l'étude Dora, qui a interrogé 30 000 organisations de toute taille, de toute région du monde, avec un sondage déclaratif. Et en fait, ils ont tiré en fait, des corrélations, c'est-à-dire des choses qui ont a priori pas de lien ensemble, mais on a constaté les mêmes choses dans les mêmes entreprises. Ils ont découvert qu'il y avait 3 types de performeurs, c'est-à-dire des personnes qui arrivaient à livrer du logiciel plus vite ou moins vite. On avait donc les low performers, on avait des middle performers, donc qui livraient des logiciels pas forcément très très vite et qui n'étaient pas très très bien organisés forcément, et des high performers, donc souvent après c'est ce qui devient des licornes. Et ils ont réussi à corréler ces trois niveaux de performance avec des cultures d'entreprise. Donc souvent, la culture, les low performers, ils sont associés avec une culture pathologique, c'est-à-dire orientée vers le pouvoir. On a des responsabilités qui ne sont pas forcément assumées, on a les messagers et les lanceurs d'alerte qui sont abattus avant même qu'ils puissent délivrer leur message. On va essayer de se rejeter la faute les uns les autres pour savoir c'est la faute à qui. Voilà, et donc c'est pas forcément top. Ensuite, on a la culture bureaucratique. Souvent, il y a des lanceurs d'alerte, mais il n'y a personne qui prend en charge le message qu'ils envoient. Donc on ne va pas forcément les écouter. On a des responsabilités, mais dans un scope très précis. Et si on veut en sortir, il faut demander des autorisations. On ne va pas forcément encourager les interactions. On a des silos, ils sont bien établis, c'est chouette, voilà. Chacun dans son coin, c'est assez cool. Et enfin, la nouveauté, elle va créer des problèmes. Quand on veut changer un petit peu l'organisation, on n'a pas forcément très très envie. Et enfin, un troisième type de culture, qui est la culture générative. Alors elle, on va chercher à faire la performance. Son objectif, c'est performer. Donc on va faire en sorte que les gens coopèrent, qu'ils discutent entre eux. On va former les messagers. On va essayer de faire en sorte que tout le monde puisse se parler, qu'il y ait des liaisons. On va casser les silos. Quand il y a un problème, on va essayer de faire un post-mortem. On va enquêter, on va comprendre pourquoi. Et on va essayer de mettre en œuvre la nouveauté. Alors ça veut dire quoi la mise en œuvre? Dans une culture générative, c'est-à-dire orientée vers la performance, on a besoin de mettre en place de la nouveauté, c'est-à-dire qu'on va dédier du temps, on va mettre en place ce qu'il faut pour que les personnes des équipes expérimentent des nouvelles choses. Donc ça, c'est hyper chouette, ça veut dire, si vous voulez performer, en tout cas, ceux qui performent, souvent, ils font de la veille. Troisième axe de grille de lecture, l'organisation apprenante. Est-ce que ça parle à quelqu'un, l'organisation apprenante? Non? Une organisation apprenante, c'est un groupe de personnes qui va améliorer continuellement ses capacités pour créer ce qu'elles veulent, donc à partir de son expérience. En fait, ils vont apprendre des choses et en fait, ils vont s'améliorer en continu. Donc l'organisation apprenante, c'est vraiment un concept de management qui a été développé par un livre qui s'appelle La 5e discipline de Peter Senge. Et donc la 5e discipline, le levier des organisations apprenantes. Et tout au travers de ce livre, il y a une idée qui est répétée, qui est mise en œuvre, c'est celle-ci. Ça vient de Hayes de Geus, donc c'est un théoricien du management, c'est aussi un coordinateur de Shell dans les années 70, qui nous dit que pour toute organisation, l'avantage concurrentiel durable consiste à apprendre plus vite que la concurrence. Si vous êtes dans une entreprise qui veut survivre, elle doit apprendre. Et apprendre sur une entreprise, ça veut dire que chacun des individus de cette entreprise doit apprendre et partager. Ça veut dire, faites de la veille. C'est un livre de management. Un livre de management qui nous dit, faites de la veille. Donc, essayez de convaincre votre management avec ça. On va conclure sur quelques conseils à emporter. Donc tout à l'heure, on vous a dit, commencez au plus vite. Comment est-ce qu'on fait pour se lancer? Premièrement, commencez par définir vos objectifs. On en a parlé tout à l'heure, je le répète maintenant. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que vous faites de la veille? Qu'est-ce que vous voulez apprendre? Faites des projets. Mettez vos objectifs en place. Ensuite, mettez en place un processus. Le processus, on vous a présenté quelque chose de chouette, d'assez gros. Adaptez-le à vos besoins. Donc pensez bien qu'il y a 3 étapes. Sourcez, traitez, valorisez votre veille. Ensuite, vous allez essayer de prendre le temps. Prendre le temps, ça veut dire être disponible. Par exemple, pour lire vos ressources, soyez disponible. Prenez des notes. Prenez le temps d'élaborer un petit peu vos notes. Ensuite, faites-le à votre rythme. C'est votre emploi du temps. C'est votre temps qui compte. Mettez votre énergie et votre emploi du temps pour le faire. Faites votre veille à votre rythme et sans culpabiliser, parce que c'est aussi pour vous faire plaisir. Et enfin, sur l'outil, l'outil importe peu. Commencez léger et vous outillerez ensuite. Commencez par un fichier texte, juste un fichier à plat. Tout bête, rien de méchant. Et ensuite, vous allez changer votre outil au fur et à mesure. Perdez pas de temps à essayer de configurer l'outil de vos rêves, parce que sinon, vous n'allez pas faire de veille. Vous allez configurer un outil. Ce n'est pas forcément très intéressant. Et faites-vous confiance par rapport à ça. Et je le répète, commencez dès que possible.
Faire de la veille, c'est un investissement pour votre moi du futur. Rappelez-vous que la veille, c'est quelque chose qui est fait pour vous. C'est ce qui vous intéresse, c'est ce que vous en faites, et c'est pour vous faire plaisir. Et c'est facile, parce qu'en fait, vous avez toutes les clés en main. Vous êtes maître de votre veille personnelle, et c'est à votre rythme. Et parfois, on en fait sans s'en rendre compte. Et c'est tout pour nous.